Bonjour à tous et bienvenue au rendez-vous de l'ESPA. Je me présente, je m'appelle Loza Inès, je suis élève à l'école ESPA Business School en section GPME, gestion petite et moyenne entreprise. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Yann Erlaché, pilote automobile français. Et ça va être plus simple que je laisse se présenter à vous. Écoute, je m'appelle Yann Arlaché, j'ai 27 ans. Je suis natif de la région mulhousienne, dans le Sungo plus précisément. Ok. Je fais effectivement du sport automobile, c'est mon métier depuis maintenant 5 années. Donc je fais ça à temps complet, ça m'occupe toute l'année. Voilà, scolairement parlant, pour faire bref, j'ai eu mon bac scientifique, et après j'ai commencé un DUT que j'ai arrêté rapidement. Ok. Et voilà, ça c'est pour résumer un peu de manière générale ce que je fais. Ok, très bien. Est-ce que tu pourrais me dire comment tu as fait pour arriver dans la course, dans le monde de tous les grands pilotes et surtout que tu as été champion du monde 2 fois de suite, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu pourrais me dire en quelques mots ton parcours vis-à-vis de ça, de ton DUT jusqu'à ce niveau-là? Alors, j'ai commencé à cumuler le sport et l'école à partir de la première à peu près. Ok, Milieu d'année de première, quand j'ai eu environ 16 ans, parce que en France, pour pouvoir rouler des voitures sur circuit, il faut avoir minimum 16 ans pour avoir la licence. ok, Donc à 16 ans, j'ai commencé par des championnats nationaux, donc des petits championnats de France. Et après, ça a évolué. Au bout de la deuxième année, on était encore en championnat de France. On a gagné 2 fois le championnat de France d'affilée. Et après, on est passé en championnat d'Europe. Et la quatrième année, en championnat du monde assez rapidement. Et ça, à côté du bac. Mon année en championnat d'Europe, je faisais le bac à côté. Et après, justement, j'ai commencé ce DUT à Mulhouse, en génie mécanique et productique. Parce que mon intention, c'était de faire une école d'ingénieur. ok. Et avec tout, à l'époque, ça s'appelait, je crois, AP Post-Bac ou quelque chose comme ça. Abibac, Ouais, ouais. ouais, ou c'était Un truc de style. le prédécesseur de ça. Et j'ai pas eu les écoles, j'ai pas été pris dans les premiers choix que je voulais, parce que je voulais faire une école d'ingénieur à Lyon ou à Stras. Ok, Donc j'ai pas eu ça. Et du coup, je me suis dit, voilà, la meilleure option, c'est de faire un DUT en génie mécanique, d'avoir mon DUT, de passer ensuite dans une école d'ingé. Le truc, c'est que la carrière, elle a commencé à prendre. J'étais pas encore professionnel à ce moment-là. C'était plus, voilà, j'allais faire des courses, mais j'avais l'école à côté. J'avais pas de salaire, j'avais rien. Donc ouais, l'idée c'était d'essayer de cumuler les deux le plus longtemps possible, sauf qu'il y a un moment où l'école, ça me prenait du temps et j'arrivais pas à y être assez souvent pour le faire correctement, pour pouvoir intégrer ensuite une école d'ingénieur. Et du coup, j'avais pas non plus assez de temps pour me préparer pour les compétitions, pour faire du sport, etc. Et donc il a fallu faire un choix. La condition de toute façon qu'on s'était un peu fixé d'office avec mes parents, c'est d'avoir au moins le bac, d'aller jusqu'au bac. C'était une condition sine qua non. Et après ça, on a tenté d'essayer de cumuler les deux le plus longtemps possible, mais c'était un peu compliqué de faire les deux correctement. ok. Et c'est pour ça qu'au bout de 6 mois, j'ai arrêté le DUT pour me consacrer 100% à la compétition. Et t'as dit que on pouvait commencer à partir de 16 ans, mais il faut pas le permis? Alors non, on peut faire du karting avant 16 ans. Ok. Tu peux faire du karting à partir de 6-7 ans. Les compétitions, c'est plus 8-10 ans en karting. Et en Ok. voiture, pour pouvoir rouler sur circuit, il faut avoir 16 ans. T'as Ok. pas besoin du permis de conduire. J'ai fait 2 saisons avant d'avoir mon permis de conduire. Parce que sur circuit, c'est pas la même réglementation. C'est pour des histoires d'assurance, etc. Et tu peux commencer à l'âge de 16 ans. Ok, d'accord. Moi, je savais pas. Tu m'apprends un truc. Et question, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me raconter une journée type quand tu vas t'entraîner au circuit du matin jusqu'au soir? Bon, alors déjà, il faut savoir que les journées d'entraînement, c'est pas comme genre un athlète en athlétisme par exemple, ou un footballeur, etc. On s'entraîne pas 3-4 fois par semaine sur Ok. circuit.
parce que logistiquement c'est compliqué, c'est pas juste on met des chaussures et un maillot, un short et on peut s'entraîner quoi. Donc il faut faire déplacer des camions, les voitures de course, il faut à peu près, pour faire rouler une seule voiture, il faut à peu près 10 personnes on va dire, entre les ingénieurs, les mécaniciens, etc. Donc logistiquement c'est compliqué, mais on doit en faire entre 20 et 25 par an, des journées d'entraînement en dehors des compétitions. Donc c'est pas, tu vois, la fréquence c'est pas 2-3 fois par semaine. Énormément quoi. Non. Mais après, si vraiment je dois en décrire une type, une journée d'essai type, c'est bon déjà tu voyages la veille parce que c'est jamais, y a pas, on en fait rarement ici. J'ai eu une fois dans ma carrière roulé à l'Anneau du Rhin en essai, mais c'est arrivé juste une fois. Et sinon, on va souvent dans le sud de l'Europe pour la météo, pour être sûr qu'il fasse beau. Mais en gros, tu arrives la veille, midi, début d'après-midi, pour que tu aies le temps de parler un peu avec les ingénieurs, etc., préparer le plan de roulage du lendemain. Et ensuite, matin, tu es au circuit à 7h30. En général, tous les circuits, tu peux commencer à rouler à 9h. Ça roule de 9h à 13h et de 14h à 18h, en gros, de manière générale. Parce que voilà, c'est aussi pour des raisons ça fait du bruit, donc s'il y a des riverains, etc., c'est pour ça qu'il y a des heures bien définies. Et donc en gros, voilà, tu arrives, tu te changes, tu te prépares, tu briefing avec les ingénieurs, et ensuite pendant la journée, tu montes dans la voiture, tu fais des runs, on va dire 4-5 tours, tu descends de la voiture, tu débriefes avec ton ingénieur. Ensuite les mécaniciens ils font un changement de réglage sur la voiture, parce que c'est une voiture où tu peux tout changer. L'inclinaison des roues, tout ce qui est aérodynamisme, moteur, etc. Donc tu fais des changements toute la journée, tu essayes des choses. À midi, la pause de midi, tu manges rapidement, mais tu prends une demi-heure pour faire un gros débrief de la matinée. Et pareil, tu répliques ça toute l'après-midi et le soir, de nouveau une bonne heure de débrief. Et ça c'est une journée type d'essai, mais encore une fois, on en fait 20-25 par an. C'est pas comme au foot où ils s'entraînent 2-3 fois par semaine. T'as pas de programme en fait strict où tu te lèves, tu dois faire ça, ça et ça, ensuite tu dois t'entraîner, tu retournes. Non, on n'a pas de programme strict et quand on est à la maison, l'entraînement qu'on fait c'est juste de l'entraînement physique quoi, ou du simulateur. On a tous un simulateur à la maison, donc c'est un ordi avec des écrans, etc. Et on s'entraîne sur simulateur beaucoup. Et vous avez une alimentation à suivre par rapport à ça ou pas? Alors, est-ce que ça joue On n'a pas d'alimentation à suivre, mais on a un poids à respecter. On est pesé avec tout l'équipement. Donc l'équipement, ça pèse entre 3 et 5 kilos avec le casque, parce que le casque, c'est assez lourd. On a un système pour protéger en cas de choc frontal la nuque, pour pas avoir de coup du lapin. Donc ça pèse aussi entre 5 et 600 grammes quoi. Tout ce qui est combi, chaussures, etc. T'es vite à 3-5 kilos avec le casque et tout ça. Ça va vite. Et il faut qu'on essaye de rester autour des 78-79 kilos tout équipé. Alors après ça dépend de ton gabarit. Si t'es petit c'est assez facile, quand t'es grand c'est un peu plus compliqué. Mais après en vrai, les bases de l'alimentation, on les connaît tous. Y a pas de secret. Manger correctement, on sait tous à peu près quoi faire. On n'a pas besoin d'un diététicien pour nous le dire, ou on nous le dit une fois et après tu as juste à appliquer. Mais eux, ils s'en foutent de ce qu'on mange. Ils veulent juste qu'on soit au poids qu'ils nous indiquent. Et comment tu gères le stress avec les compétitions? Moi, je fais le parallèle avec les cours. Je sais que souvent, on va avoir là, comme des BTS blancs ou alors des partiels. Et c'est souvent stressant. Et toi, maintenant, tu as tes courses, tu as des objectifs, tu as du monde derrière toi qui t'a suivi. Comment tu fais pour gérer ce stress du moment là où tu es dans ta voiture et tu te dis c'est maintenant en fait, je peux plus reculer? Bon, je pense qu'il y a un facteur qui joue beaucoup. Il y a plusieurs facteurs qui influencent un peu le niveau de stress. Déjà, l'expérience. Je stressais pas pareil sur la grille de départ quand j'avais 16-18 ans et que c'était mes premières courses que maintenant. Avant, t'avais le cardio qui montait, t'avais le cœur qui battait, t'avais mal au ventre avant de monter dans la voiture. Enfin voilà, une vraie sensation de stress quoi. Alors que maintenant que t'as vécu le truc plusieurs fois pendant des années, tu commences un peu à relativiser certaines choses. Ça veut pas dire que t'es pas stressé, mais c'est juste que l'impact du stress sur toi il est un petit peu plus faible quoi. Il diminue en fait. Donc tu ressens un peu moins les effets négatifs. Après encore une fois ça dépend aussi en termes de facteurs qui peuvent un peu influencer sur la dose de stress. C'est
de l'enjeu qu'il y a. Quand tu es en début de saison, il y a un peu d'enjeu, mais moins que quand tu arrives en fin d'année et que tu es sur la dernière course, que tu peux jouer un titre de champion du monde, et que là tu es au départ de la course et que tu te dis là ce qui va se passer dans les 20 prochaines minutes, ça va être déterminant probablement pour ta vie, pour le reste de ta carrière, etc. Donc c'est sûr que là, la dose de stress, elle est plus difficilement gérable, quoi. Et après, tu as le dernier facteur, on va dire que ça dépend un peu des circuits aussi. Tu as des circuits qui sont super bien sécurisés, où il y a très peu de risques, où là, tu sais déjà que le facteur accident et tout ça, il est assez faible, de par toi-même. Après, d'avoir un contact avec une autre voiture, etc., c'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Mais quand tu vas sur des circuits en ville ou des circuits un peu dangereux, là, tu as le facteur risque qui est plus élevé, et du coup tu as une petite dose d'adrénaline, voire de pression un peu supplémentaire, parce que tu sais que là tout va bien, t'es bien, t'es en un morceau, mais tu sais pas ce qui va se passer dans 30 minutes, quoi. Et il y a des endroits où le risque il est plus prépondérant qu'à d'autres, donc ça rajoute un peu de pression et de stress, quoi. Ok, et tu as une anecdote à raconter qui t'a vraiment marqué? Parce que là du coup tu nous dis que il y a des circuits qui sont plus sécurisés que d'autres. Est-ce qu'il y a un jour où tu as roulé ça t'a vraiment marqué Ouais, si tu devais en choisir une maintenant? Alors il y avait, il y a eu une fois où effectivement on était sur une course, c'était à Macao, donc à côté de Hong Kong. C'est un circuit en ville. C'est la plus dangereuse, non? C'est le circuit un des plus dangereux, on va dire. Et la veille, il y a un pilote qui s'est tué. C'était pas dans notre catégorie, mais c'était dans une autre catégorie qui roulait le même week-end. Et effectivement, là, le lendemain, tu montes dans ta voiture, tu te poses 2-3 questions quand même, parce que tu dis, c'est vrai que tout ce qu'on fait, c'est bien, on aime ça, l'adrénaline, tout ça, mais tu dis de là à perdre la vie pour ça, c'est quand même un peu dommage. Mais ça dure un peu, tu y as pensé le soir, tu y as réfléchi un peu, mais au final, le lendemain, quand tu y vas, tu remets ton casque, t'es reparti sur tes objectifs de performance, de résultats, de faire une belle course et tout, et tu oublies un peu ça, quoi. Mais c'est juste qu'effectivement, tu relativises un peu certaines choses, mais encore une fois, on est un peu formaté en mode vraiment performance pure, que tout ce qui est risque, tout ce qui est danger, et de penser un peu trop à ce genre de choses, on apprend un peu à l'oublier, quoi. Ok, et ça t'est venu d'où, la course? C'est de famille. Alors initialement mon grand-père au tout début qui faisait un peu de la course de manière amateur, qui a mis du coup ma maman à faire du kart. Donc ma mère, elle a commencé à faire du karting à haut niveau. Elle était championne du monde de karting, féminin. Elle était championne d'Europe, donc mixte avec les hommes. Et après, elle a fait de la voiture, et elle a eu une très belle carrière en voiture aussi. Et du coup, mon oncle, juste après ma mère, qui a commencé le karting aussi. Donc tous les deux, ils étaient un peu entraînés par mon grand-père. Et mon oncle qui est encore actif, qui est encore en carrière. Et moi, ma maman, elle a arrêté sa carrière quand je suis né, parce que voilà, faut que tu tombes enceinte, etc. Déjà, tu peux plus rouler pendant 9 mois, ça t'arrête. Donc c'est un peu compliqué. Ensuite, il fallait m'élever un petit peu accessoirement quand même. Oui. Donc c'est mieux. Donc ça lui a pris quand même beaucoup de temps, et elle a dû un peu arrêter sa carrière. Donc j'ai jamais eu la chance de voir ma maman rouler quand elle était à haut niveau. Mais par contre, j'ai suivi depuis que je suis capable de comprendre la course, mon oncle performer. Donc c'est aussi ça qui m'a donné envie, en voyant les courses à la télé tout le temps, tous les week-ends, qui m'a un peu passionné pour l'automobile. Parce que j'ai mon papa qui était footballeur professionnel. Donc on est quand même une famille tendance sportive, quoi. Avec de la performance derrière. Après, honnêtement, j'ai fait du foot, comme un peu tous les jeunes de ma génération. Tout le monde fait du foot, parce que je te retrouve avec les potes et tout, mais j'étais nul. Genre, aucune chance de faire. Elle n'est pas crête à côté, quoi. Ouais, elle a complètement. Et je peux même pas dire que je me suis fait les ligaments croisés ou quoi pour trouver une excuse, comme 90% des footballeurs qui sont pas fait carrière. J'étais nul, genre éclaté.
J'ai fait tous les postes. Hein. J'étais attaquant, ils m'ont dit ce serait bien que tu défendes plutôt. J'ai fait défenseur, ils m'ont dit écoute, on va te mettre au but. Et après, ils m'ont dit on va te mettre sur le banc et si tu veux la prochaine fois, t'es pas obligé de venir. Donc je dis ok, bon, vas-y, c'est bon. C'était marrant, je me suis amusé, mais j'étais déjà de un pas passionné par le foot. Ouais. Et de deux, je pense que quand j'étais jeune, j'étais pas non plus passionné par le sport de manière générale et j'étais pas prêt à mettre la rigueur, à m'entraîner. J'avais pas comme but de faire ce footballeur professionnel de toute façon, donc c'était plus pour s'amuser quoi. Ouais, d'être avec les copains. Voilà, c'est ça. Ok. Et t'avais pas la pression, le fait qu'il y avait la maman, que du coup il y ait plusieurs personnes dans ta famille qui étaient déjà dans ce milieu-là et que toi tu rentres dedans. T'avais pas, ils te soutenaient plus ou t'avais quand même l'impression d'avoir une petite pression derrière, te dire je dois réussir Non, de la famille, on va dire, familiale, j'ai jamais eu de pression de leur part, de réussite ou quoi. Au contraire, mes parents, ils étaient plutôt contre que je commence à faire de la voiture. Parce que tu vois, quoi, tes parents, tu leur dis je veux faire une école d'architecte ou d'ingénieur, ils vont te dire vas-y, c'est top, tu vois, ou je veux faire docteur. Mais tu leur dis j'ai envie de faire sportif professionnel, ils disent oula, compliqué, tu vois, parce que c'est rien de certain, quoi. Quand tu fais une école d'architecte ou quoi, tu travailles, tu fais tes examens, et tu deviens architecte, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus stable. Et quand t'es parent pour ton enfant, tu préfères quelque chose d'assez stable et plutôt serein, quoi. Alors qu'effectivement, faire un sport à haut niveau, que ce soit de la voiture ou n'importe quel sport, il n'y a rien de très stable et rien de très sûr non plus, quoi. Et ça, c'est sûr. Donc tu sacrifies un peu une partie de ta vie pour quelque chose que tu n'es jamais sûr que ça va arriver. Ça se concrétise, quoi. Donc voilà, il n'y a pas eu de pression de leur part, ils m'ont dit bah vas-y on essaye. C'est surtout mon oncle en fait qui m'a mis mes résultats scolaires, ils étaient pas mal en berne on va dire. J'étais pas très motivé par pas grand chose en fait. Je regardais toutes les courses, j'étais passionné etc. Mais voilà, j'en ai parlé rapidement mais j'ai vite compris que c'était pas quelque chose qu'ils voulaient me voir faire. Et un jour mon oncle il m'a dit écoute, je te fais faire une course de voiture si tu atteins une moyenne, il m'avait donné, je sais plus, c'était 14 de moyenne. Et j'étais en seconde et je devais avoir à cette époque-là 9 ou 10 quoi. Donc je me suis dit, oh, ça c'est quand même ça vaut le coup. Donc j'ai travaillé à l'école et tout ça, j'ai atteint les objectifs, donc il m'a fait faire cette course de voiture et c'est parti de là en fait. Et la course s'est bien passée parce que même si j'avais pas d'expérience ou quoi, j'ai vu tellement de ces courses à la télé, je pense qu'il y a forcément ça un peu dans les gènes où voilà, tu vois, c'était là. Et on s'est dit, bah, on va continuer. Et c'est de par mes résultats scolaires qui étaient un peu en descente et qui m'a fait remonter. Et l'école, à l'époque où j'étais, ils étaient très tolérants avec ça. Donc, ils m'ont fait un emploi du temps vachement flex pour que je puisse combiner les deux. Et encore une fois, zéro pression familiale parce qu'il y avait des noms dans la famille et il fallait que je fasse aussi bien qu'eux ou quoi. C'est plus au final les médias à la fin qui te comparent plus tout le temps à dire ouais, bah. Votre oncle il est 4 fois champion du monde, est-ce qu'il faut faire au moins aussi bien que ça, etc. Non, il n'y a pas de... voilà, chacun a sa carrière, chacun a sa vie. C'est sûr que moi, mon oncle et la carrière qu'il a eue de durer autant de temps, c'est mon objectif. Mais après, j'ai jamais eu de pression de leur part de réussir. La seule pression, c'était de se dire, ok, si on tente le coup, on le fait bien, on le fait à 300%. On se donne toutes les chances de notre côté, mais si ça marche c'est bien, ça marche pas, bah ok, on aura essayé. Mais il n'y a jamais eu de pression. Et comment tu persévères avec si maintenant tu as un échec, tu t'es vraiment entraîné pour cette course et c'est un gros flop total. Bon, tu finis pas dernier non plus, mais c'est un gros flop. Comment tu fais pour te dire bah je baisse pas les bras et je continue? Bon, parce que des fois ça peut être décevant, on se donne vraiment à fond sur quelque chose et finalement bah, ça n'aboutit pas. Bon, dans le sport déjà de manière générale, tu as plus de déception que de joie. C'est ça qui fait aussi que les moments de victoire et de joie ils sont aussi intenses parce que tu perds plus souvent que tu gagnes. Et ça c'est une réalité, c'est comme ça. Après, des échecs, de toute façon, t'en as forcément, et ça fait partie du chemin pour arriver à faire quelque chose, quoi. Tu peux pas, si tu peux pas arriver à un de tes objectifs, ou alors c'est que ton objectif il est
ton objectif il n'est pas à hauteur de ton niveau. Si tu y arrives trop facilement, c'est qu'il y a un problème. Et si tu n'as pas d'échec, c'est qu'il y a un moment que tu t'es trompé dans tes objectifs, c'est que c'était trop facile. Ok. Et après, le truc dans la voiture, il y a un facteur qui est un peu différent de l'athlétisme par exemple ou d'un sprinter ou quoi, c'est que on a un facteur mécanique qui est quand même assez important. Tu peux être en tête d'une course, avoir rendu une copie parfaite, faire des tours parfaits, etc. Et à 3 tours de la fin, tu vas casser le moteur, tu vas avoir une crevaison, Ouais. tu vas avoir un problème mécanique, ça c'est pas de ton ressort. Et c'est assez frustrant parce que perdre une course sur un problème mécanique qui n'est pas de ton fait, ça peut être assez frustrant. Mais après, il y a aussi des fois où j'ai eu des échecs parce que j'ai pas été à la hauteur, parce que j'ai fait une mauvaise course, j'ai pris des mauvaises décisions. Mais après, c'est aussi de là que le seul échec, ça serait qu'on ne tire pas les conséquences de cette mauvaise course pour pouvoir progresser et être meilleur celle d'après. Là, ça serait un vrai échec. Donc t'en tires toujours quelque chose toujours pour quelque te chose. tirer toi après vers le haut. Tu peux ne pas le faire, mais Oui. tu resteras, tu pourras jamais être à haut niveau si tu fais ça. Il y a un moment, des échecs, il y en a, c'est juste que la différence, elle se fait entre les sportifs à celui qui arrive à analyser son échec et à en tirer les meilleures conséquences. Ok. Après, moi j'avais une petite question que j'avais déjà depuis un moment. Je pense qu'on a déjà dû te la poser. Mais c'était quoi ta toute première voiture pour toi, pas forcément sur le circuit, et celle que tu rêves d'avoir pour chez toi à la maison? Pas sur le circuit, mais vu que t'aimes la course, qu'est-ce que ça serait? Pour comparer le avant-après. Alors ma toute première voiture, c'était une Seat Leon. Ok. C'était une ancienne voiture à mon oncle qui m'avait laissé comme je venais d'avoir le permis. Ok. Et celle que je rêverais vraiment d'avoir, c'est compliqué, en vrai c'est compliqué, mais une Porsche, une GT3 RS. Quelle couleur? Quelle couleur? Quelle couleur Ouais. Franchement, peu importe. Là, pour le coup, elle peut être rose, ça me va très bien. Allez, je sais pas, gris foncé. Allez, Ok. noir. Non, allez, noir, Noir. c'est plus agressif. T'es en full black alors. Mais ça, c'est parce que c'est professionnellement, on est toujours obligé de s'habiller le plus noir possible. Ok, d'accord. Et j'avais une dernière petite question, qu'il faut que je me rappelle d'ailleurs, parce qu'elle est en train de me sortir de la tête. Si tu pouvais faire autre chose, si maintenant l'automobile, ça n'existait pas comme métier, Ouais. tu peux pas non plus le créer, t'aurais fait quoi? T'aurais voulu monter une boîte, tu serais resté dans du sport, dans quelque chose de physique, ou plutôt un tout autre métier? Est-ce que tu avais déjà pensé à un plan B? Parce qu'en soi, si l'automobile, ça se concrétise pas, il fallait aussi penser derrière. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Après, une fois que j'ai fini les études et tout et que je me suis vraiment concentré à 100% sur le sport auto, j'ai pas forcément pensé à beaucoup d'autres alternatives. Parce que c'est vrai que l'automobile et surtout le sport automobile est une passion pour moi. L'automobile en soi, oui, j'aime bien les voitures, je trouve ça beau, les belles autos, la belle mécanique, etc. Je suis pas un passionné à 3000% de voitures pures. Je pourrais pas te donner tous les noms de voitures, tous les modèles qui existent, quand c'est sorti, etc. Je suis passionné par le sport automobile à 300%, ça c'est clair. Ok. Et toutes les complications que ça a et l'aspect technique du sport automobile. Et je pense que si j'avais pas fait ça en tant que pilote, j'aurais été dans l'ingénierie, je pense, quelque chose de mécanique, peut-être en lien avec le sport automobile ou peut-être pas. Ok. Soit ça, soit architecte. Ok. C'est ce que la conseillère d'orientation elle m'avait dit. Elle t'avait conseillé, du parce coup. qu'il n'y avait pas la case sport automobile ou pilote de course, elle n'existait pas Ok. dans les choix, donc c'est ce qu'elle m'avait prédit, quoi. Ok. Et t'as des frères et sœurs J'ai une petite sœur, ouais. qui, elle, aime bien la course aussi? Elle adore la course, c'est ma supporter numéro 1, elle adore ça. Forcément, elle a été aussi bercée toute sa jeunesse par les courses à la télé, et elle continue du coup de regarder toutes les courses à la télé. Oui. Donc elle est à 300% fan de sport automobile. Ok. Elle en pratique pas elle-même,
Ok. Elle n'est pas forcément... elle est bonne conductrice, mais ça s'arrête là. Ok. Donc pas sur un circuit. Non, après en vrai, je dis ça, Ça va. elle a jamais vraiment essayé, donc il faudrait, pour l'expérience, il faudrait essayer une fois, ouais, effectivement. Ok. Peut-être un jour elle atteindra ton niveau, elle te dépassera peut-être. Ouais, peut-être, mais là tout de suite, c'est pas son objectif. tout de suite, Non, quoi, non. c'est pas son objectif. Ok. Bah écoute, maintenant qu'on a fait à peu près le tour, est-ce que tu aurais un message à faire passer, quelque chose que tu aimerais envie de dire ou un conseil que tu aimerais partager? Que ce soit sur la course ou en règle générale, Ouais. parce que toi maintenant, t'as continué un peu après le bac, mais finalement tu t'es concentré sur la passion. C'est aussi compliqué de jouer passion et travail. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à des personnes qui aimeraient se lancer dans leur passion actuelle, que ce soit en entreprise ou sportif? Ouais, je pense que après, moi, enfin, je suis pas le mieux placé pour donner des conseils d'orientation, etc. Mais juste par la petite expérience que j'ai pu vivre pendant ces petites années, c'est que c'est important quand on sait ce qu'on veut faire, ou même quand on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire, il y a un moment, il faut se lancer et pas trop se poser de questions. Parce qu'il n'y a pas de choix qui sont irrattrapables. On peut faire un choix. L'important c'est de le faire, ce choix, et pas d'hésiter toute sa vie. Et même si on se rend compte au bout de quelques temps que ce n'était pas le bon choix, on aura toujours manière à rebondir, et avec l'expérience qu'on a pris pendant ce temps-là, elle nous servira toujours. Et je pense que c'est important de se former correctement, d'être avec de s'entourer de bonnes personnes, d'évoluer avec de bonnes personnes qui puissent nous donner de l'expérience. C'est ce qui a été mon cas, et il y a beaucoup de personnes, dont dans ma famille, mon oncle, ma mère, mon père aussi, qui, s'ils n'avaient pas été autour de moi et s'ils n'avaient pas pu me transmettre autant leur expérience, j'en serais sûrement pas là aujourd'hui, ou pas à mon âge en tout cas. Et c'est pour ça que d'être ouvert d'esprit et pouvoir écouter des conseils de gens d'expérience, c'est important. Okay. Mais après, je pense vraiment le truc le plus important, et je pense que c'est vraiment moi, c'est le mot qui m'a guidé toute ma carrière, c'était la rigueur. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de gens qui font beaucoup de choses sans rigueur, même s'il y a de la volonté derrière. La volonté, elle ne fait pas tout si on ne met pas la rigueur à ce qu'on fait. Malheureusement, la qualité du travail qu'on va fournir, elle est pas suffisante. Et vraiment, la rigueur, pour moi, ça fait 100, enfin pas 100%, mais même en pilotage aujourd'hui, quelqu'un qui est très talentueux, s'il n'est pas travailleur et il met pas de rigueur dans ce qu'il fait, il sera moins bon que quelqu'un qui a pas beaucoup de talent, mais par contre qui travaille très dur. Et ça sera surtout plus régulier, et ça va perdurer dans le temps, quelqu'un qui travaille et qui met de la rigueur dans ce qu'il fait. Donc vraiment, c'est d'avoir de la volonté, d'être motivé et curieux, mais surtout mettre de la rigueur dans ce qu'on fait. Genre, quand on fait quelque chose, quand on l'a choisi, on met de la rigueur et on se donne à 100% pour que ça marche, quoi. Donc c'est en grande partie la finalité, entre guillemets, pour être performant, pour être pointilleux sur certains détails. Ben, le truc, c'est que, et c'est comme ça, c'est un lien qu'il y a entre le sport et le monde professionnel, en fait, de manière générale, parce que tu fais un sport à un certain niveau, ça devient comme le monde professionnel, parce qu'au final, on a un patron qui a des exigences de résultats, en l'occurrence, et nous, c'est à nous de nous préparer au maximum pour répondre à ces exigences de résultats. Le truc, c'est que quand tu arrives à un certain niveau, par exemple, on va dire que tu prends les 20 meilleurs pilotes d'une catégorie, donc en général ceux qui sont en championnat du monde, ils savent tous rouler de la même manière. Quand tu arrives à un certain niveau, tout le monde sait aller à la même vitesse que l'autre, parce que on a tous assez d'expérience pour freiner tard, pour passer un virage à cette vitesse, etc. La différence, elle va se faire dans la manière dont la personne, elle s'est préparée, s'il est venu sur le week-end à l'arrache, ou s'il a préparé sa course déjà 10 jours avant, s'il a la tête à 100% dans sa course, si sa prépa physique, elle a été bonne, si sa prépa mentale, elle a été bonne. Et tout ça, au final, même si c'est pas de la prépa mentale ou de la prépa physique que tu peux faire quand tu es dans le monde professionnel, c'est juste qu'on a mis de la rigueur pour le faire. Et si tu mets de la rigueur dans ta préparation ou dans ton travail,
ton résultat il sera forcément bon. C'est Ok. obligatoire. Ça ne peut pas marcher autrement. Et c'est pour ça, souvent, les journalistes, la question qu'ils te posent tout le temps en interview, et c'est normal parce qu'il faut le marquer et c'est important pour les articles, mais c'est quel est ton objectif? Avant une course, ils disent voilà, bah, du coup, ce week-end, quel est ton objectif? J'ai rien contre cette question, mais forcément, je vais jamais répondre ce week-end, je le sens bien, j'aimerais bien faire entre 6 et 8e, ça me paraît cool, quoi. Non, forcément, ton objectif, c'est de gagner, parce que c'est l'objectif de tous les mecs qui vont sur ce week-end-là, c'est de gagner. Ouais. Le seul truc, c'est que, en vrai, le vrai objectif qu'on doit avoir, c'est de pouvoir se dire, je suis arrivé sur mon week-end de course, en étant préparé à 300%, j'ai aucun doute, j'ai aucun regret ou manque sur ma préparation, et le travail que j'ai fourni pour arriver à ce jour J, il était avec une rigueur à 100%, j'aurais rien pu faire de mieux. Et si tu arrives dans cet état-là, le résultat, il peut que être bon. C'est obligatoire. Ok. Bah, sur cette bonne note, je te remercie d'être venu, ça nous a fait très plaisir. Merci à toi. Et ce que je vous propose, c'est soit de visionner d'autres podcasts, et n'hésitez pas à dire à vos amis, familles, d'aller voir nos comptes Instagram, que ce soit le sien ou celui de l'ESPA. Et on est aussi sur YouTube et Deezer. Et si vous avez des idées de podcasts aussi, à la rigueur, vous pouvez les proposer. On les lira et pourquoi pas le faire pour un prochain.